Du coup, pour commencer, Compose multiplateforme, on va commencer par un petit recap. Du coup, ça va se baser sur quoi? On va partir du bas vers le haut vers ce schéma-là. On avait des applications natives en iOS avec SwiftUI et WeKit, et pour Android avec Jetpack Compose et Android View. Ensuite, on a une introduction de Kotlin multiplateforme qui permet de partager la logique de code, juste la business logic, mais on aurait toujours des views natifs iOS et Android. Et finalement, on a eu Compose multiplateforme qui permet de faire des views avec Compose. Du coup, on n'aurait qu'une base de views avec Compose et aussi la business logic partagée avec Kotlin. Il y a toujours la possibilité de faire des trucs natifs avec WeKit, Android View ou SwiftUI pour des fans de Swift. C'est toujours possible. Et du coup, comme je vous ai dit, moi j'étais un développeur spécialisé en Android. Je connaissais vraiment rien à iOS avant d'entamer Compose multiplateforme. Du coup, dès que j'ai découvert Compose multiplateforme, j'étais comme ça. Je me disais, je peux faire une application iOS et Android comme Compose multiplateforme existe. Hop. Et maintenant, le sujet du talk d'aujourd'hui, ça va être la nouvelle librairie qui est sortie avec Compose multiplateforme 1.7.1, c'est-à-dire org.zbench, .compose, .material, .adaptative, 2.adaptative, bref, les noms ils sont longs. Et cette version-là, du coup, elle se base sur la version qu'il y a sur Jetpack Compose, mais elle n'est pas complètement à jour parce que Compose multiplateforme a une petite régression sur la version Android de Jetpack Compose. Mais on pourra déjà utiliser des composants assez pratiques, vous allez voir. Du coup, pourquoi créer des applications adaptatives? Est-ce que c'est juste pour faire beau? Est-ce qu'il y a un avantage? Tout d'abord, je vous laisse regarder ce petit GIF-là qui est sur la page Android de Jetpack Compose avec l'application Reply. On a un appareil responsif, c'est-à-dire qu'on a soit un appareil en mode portrait qui est assez petit, du coup on n'a qu'une navbar, soit il est dépliable, on a un navigation rail avec une liste et la page de détail, soit on a une application sur un desktop, on peut voir qu'on a un navigation drawer beaucoup plus grand, toujours la liste et la page de détail. Pourquoi c'est intéressant ça? En regardant quelques chiffres, du coup, dans le marché, on a de plus en plus de téléphones pliables qui ramènent de l'argent. Du coup, en 2024, on est à 28 milliards d'euros, de dollars. Et en 2029, les estimations, c'est d'être à 63 milliards d'euros, de dollars. Les dollars, oui. Le marché le plus rapide, c'est l'Asie-Pacifique. Le plus grand marché pour l'instant, c'est l'Amérique du Nord, mais l'Asie-Pacifique a grandi beaucoup. Et des acteurs majeurs, comme vous pouvez voir, c'est des vendeurs principaux de téléphones, Samsung, Huawei, Motorola, Microsoft et Google qui s'y mettent aussi. C'est pour ça que c'est intéressant de créer des applications adaptatives parce que de plus en plus, on aura de plus en plus d'appareils comme ça dans le marché. Hop. Du coup, voici un petit sommaire de ce que je vais parler. Du coup, on va commencer par des bases, c'est-à-dire des principes fondamentaux et bonnes pratiques. Avant de développer vraiment une application adaptative, qu'est-ce qu'il faut respecter et qu'est-ce qu'on va mettre en place. L'intégration des librairies du coup dans notre projet. La Windows Size Class, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est très puissant. Je vais rentrer en détail de comment on va l'utiliser, à quoi ça sert. L'architecture adaptative, du coup, je vais vous présenter un mini-projet où j'ai mis un design system parce que ça m'a fait gagner du temps et on va voir comment on peut faire ça avec du coup des librairies adaptatives qu'on va voir. On a des composants adaptatifs. On va venir tout à l'heure plus en détail sur ces composants-là. Juste, vous pouvez voir les noms et vous en rappeler. On va faire la petite démonstration de l'application Pokédex. Elle n'est pas très jolie, mais elle va être très utile pour montrer la puissance de cette librairie-là. Et un petit bilan. Du coup, commençons par les bases. Du coup, c'était une petite question que je voulais vous poser, mais est-ce que certains des gens ont déjà fait utiliser cette librairie-là en Android Jetpack Compose? Ok. Est-ce que vous avez regardé la page de bonnes pratiques, de do and don'ts qu'il y avait sur la page Android Jetpack Compose? Bien joué. Et ouais, parce que du coup, avant de commencer à coder, il faut savoir qu'il y a une page où il y a toutes les bonnes pratiques à respecter. Littéralement, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a une page qui détaille tout. Et du coup, regardons quelques bonnes et mauvaises pratiques. Là, comme je parle en Compose multiplateforme, il y a un côté spécifique Android, mais il y a un côté où on va faire pour Android et iOS. On commence par Android, parce que j'adore Android.
Un resizable activity, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre à tout dans l'Android manifest, parce qu'en gros, pour toutes les applications Android inférieures à 24, on utilise les activités. Du coup, pour pouvoir resizable votre activité, il faut mettre ça à tout dans votre Android manifest. Ensuite, vous avez la screen orientation. Ça permet de... Il ne faut pas bloquer l'orientation de votre écran, parce que du coup, adaptative, mode landscape, il faut qu'il marche. Pour Android et iOS, ne faites pas ça. On a le min-max aspect ratio. Ça, c'est un truc qui existe, mais personne n'utilise vraiment. Mais ne le mettez pas dans votre Android manifest, parce que du coup, ça définit un ratio pour vos écrans d'application. On a la Window Size Class. Du coup, la Window Size Class, qu'est-ce qui est la bonne pratique dans ça? Il faut utiliser la méthode Current Window Adaptive Info. Vous allez voir cette méthode plusieurs fois, c'est la méthode magique, et il vous dit de vous en souvenir. On va revenir tout à l'heure pourquoi elle est magique, cette méthode. Et on a des composants adaptatifs. Qu'est-ce que je voulais dire là-dedans? Utilisez les composants qui existent avec la librairie, ne réinventez pas la roue à chaque fois. Pourquoi? On peut se dire, ouais, peut-être il manque des détails, on peut faire nous-mêmes, mais il faut savoir que du coup, on met souvent ces librairies-là à jour, avec Compose Multiplateforme en plus. Si vous réinventez la roue, il faut que vous adaptez des changements dans votre projet. C'est pour ça que je préfère que vous utilisez ces composants-là. Et du coup, voici à quoi ça doit ressembler. C'est-à-dire qu'on aurait deux écrans dans notre appareil de base, la page de détail, la page de liste, la page de détail. Et le plus important, dès qu'on fait des applications adaptatives, il faut utiliser tout l'espace de manière organisée. Il ne faut pas juste étirer des éléments, c'est une mauvaise pratique. Il faut vraiment que vous mettez un élément et un autre élément et ça soit des informations utiles. Sinon, ça ne sert à rien de faire ça. Du coup, pour intégrer les librairies adaptatives dans votre projet Compose Multiplateforme, moi, je me suis basé sur Toml et Gradle. Je ne me suis pas basé sur Ember. Du coup, dans votre fichier Toml, on commence par mettre des versions adaptatif 1.0.1 et Windows Size 1.7.1. Ensuite, vous allez implémenter des librairies, c'est-à-dire Adaptative, Adaptative Layout, Adaptative Navigation et Adaptative Window Size. Petit bonus, vous pouvez mettre un bundles aussi, ce qui permet de regrouper toute votre librairie pour qu'ensuite, dans l'implémentation, vous avez juste implementation libs.bundles.adaptative. Vous n'avez pas besoin de faire l'implémentation pour les quatre d'un coup. Vous pouvez les regrouper. Un petit truc aussi, vous avez une lib en plus à rajouter qui est de Compose. Du coup, elle est déjà dans la bonne version. Vous n'avez pas besoin de spécifier, juste spécifier la version de Compose. C'est Material Tree Adaptative Navigation Suite. Maintenant, la Window Size Class. Bon, pour résumer à peu près ce que c'est la Window Size Class, c'est l'état de votre fenêtre. L'état de votre fenêtre, on va le définir avec des breakpoints, comme vous pouvez voir là. On a trois états, compact, medium, expanded, pour la width et la height. Comment on les définit pour la width et la height? Pour le compact, c'est si c'est inférieur à 600 dp, medium entre 600 et 840 dp, et supérieur à 840 dp, c'est expanded. Mais d'où ils viennent ces breakpoints? Du coup, ces breakpoints, ils viennent d'une étude du marché sur des appareils que Google a menée, et on peut voir que la plupart des appareils en portrait, c'est-à-dire 99,96% des téléphones, si vous trouvez l'exception, bravo à vous, ils sont inférieurs à 600 dp en largeur. La même chose pour les tablettes, 97% sont supérieurs ou égales à 840 dp dès qu'elles sont en landscape. C'est pour ça qu'il faut utiliser la Window Size Class. Ça se base sur des breakpoints du marché et du coup, vous allez pouvoir viser plus d'appareils en l'utilisant directement. Et du coup, je pose la question à nouveau, mais comment récupérer cette Window Size Class? Il y a toujours la méthode Current Window Adaptive Info. Du coup, qu'est-ce que cette méthode va faire? D'abord, elle ne va pas récupérer la Window Size Class. Elle va récupérer la Window Adaptative Info, l'info de la fenêtre. Dans l'info de la fenêtre, on a la Window Size Class. Et du coup, ce que cette méthode a fait, comme il y a des RZR avec des states, c'est à chaque fois qu'il y a un changement de la fenêtre, elle va mettre à jour votre Window Size Class. Du coup, vous n'avez même pas besoin de vérifier qu'il y a eu un changement ou quoi que ce soit. Ça sera déjà à jour. Du coup, vous pouvez juste utiliser cette méthode-là et vous avez votre Window Size Class qui va se mettre toujours à jour. C'est pour ça qu'elle est magique.
Maintenant, parlons d'un design system avec notre architecture adaptative. En utilisant du coup la Windows Size Class et des composants adaptatifs, comment on va faire pour définir des molécules des organismes adaptatifs? Bon, on va toujours faire un design system avec Atomic, ça ne change pas. Mais on va commencer par définir un thème. Avec Jetpack Compose ou Compose Multiplatform, on définit toujours un thème Material Tree, et dans ce thème, on aura quoi? On aura la color scheme, la typographie et les shapes. Ça, c'est la base. Maintenant, si on regarde un Material Tree adaptatif, il aura toujours une color scheme, une typographie, une shapes et des dimensions que j'ai rajoutées en plus. Pourquoi la typographie, les shapes et les dimensions, elles sont en orange? Parce qu'elles vont se baser sur la Windows Size Class. C'est avec ça qu'on va définir, du coup, un thème dimensionnable, ça veut dire. On va faire ça de deux manières. On va créer des variables modifiables en fonction de la Windows Size Class, des states, grosso modo. Et on va créer des providable composition local dans notre thème. Côté code, à quoi ça va ressembler? On aura du coup notre providable composition local, du coup la local Windows Size Class. Elle n'est pas définie pour l'instant parce qu'on va la récupérer avec la méthode current window adaptative info. Il faut savoir qu'on pourra l'utiliser partout dans le code. Dans tous vos composants, ce truc-là, il sera à jour parce que vous utilisez de la static composition local of. Ensuite, vous pouvez créer vos propres states, c'est-à-dire comme vous pouvez voir ici la méthode remember dimensions, où j'ai la initial value qui sera un compact dimensions, et j'aurai la Windows Size Class qui sera la clé, c'est-à-dire que le state il doit toujours modifier dès que la clé a changé. Et on peut voir que du coup, dès que c'est compact, medium, expanded, je passe les dimensions compact, medium, expanded. Et du coup, ça va se mettre à jour automatiquement après. Et ce que vous allez faire du coup dans votre thème, c'est juste définir votre composition local provider, provide tous vos éléments qui ont été définis du coup grâce à la Windows Size Class, le local shapes, local typography, local dimensions et local Windows Size Class. Vous allez passer à votre thème et ensuite vous allez pouvoir les récupérer dans votre code. Et à chaque fois qu'il y a un changement de la Windows Size Class, bah, ces variables-là, elles vont changer aussi. Vous voyez, c'est fini tout après. Du coup, maintenant, on va créer des composants adaptatifs. Non, c'est pas la bonne... Quoi? Le partage, il a un peu de retard. Ouais, bah, je peux essayer de vous le décrire, mais c'est mieux si vous le voyez. Hein. Ah, ça... Ouais. Pourquoi on ne voit plus rien? Ok. Ah non, c'est Marco qui a complètement... Hop, hop. Qui s'est remis. Ah, Marco. Sinon, c'est quoi le mot de passe de la Wi-Fi d'ici? Ouais. Ouais, j'ai perdu le Wi-Fi, il veut pas se reconnecter. T'es connecté à quel Wi-Fi? Ah non, c'est bon. Il y a un Wi-Fi ici sinon. Ouais, je pourrais me reconnecter au Wi-Fi d'ici sinon. Vas-y, Aircall Guest. Guest. Je me tape, ça ira plus vite. Aircall to the moon. Ah, c'est bon. Voilà, là, faut faire ça. Ok. Ok. Je te fais accept all. Voilà. Et du coup, maintenant, il faut que je rouvre le zoom
sur mes mails. Hop, ouvrir avec Zoom. Hop, on a la vidéo. Ça veut pas trop. Ça veut pas trop. Ça tourne en boucle la connexion. T'as du Wi-Fi si tu vas sur Chrome? Ouais, si tu vas sur Chrome, fais une recherche Google. Ouais. Google? Non. Non, ça marche pas très bien. Je peux essayer à nouveau avec mon téléphone pour voir. Ton téléphone. Est-ce que là j'ai Google? Ouais. Ok, donc là il y a Google. On dirait qu'il faut que je me refasse à nouveau ça. Ok. Ah. Ok. Ok. Yes. Ok. Yes. J'ai pas le même écran. Non. Je veux pas. J'ai pas le même écran. Non. Je veux pas. Hein? Voilà. Hein? Ah. Ah. Quoi? Ah. Ah. Ok, il y avait une grosse latence. Du coup, attendez, si je teste à nouveau. Hop. Ah non. Ok, non. Il y avait une... Attends. Il fait toutes les actions que je venais de faire. Attendez, si je teste à nouveau. Hop. Ah non. Ok, non. La slide, tu passes pas? Il fait toutes les actions que je venais de faire, mais c'est toujours en retard. Ici. Ouais. Aussi avec le Wi-Fi, c'est Ouais, clair. parce que Déjà vu ici? Ouais. Voilà. Là c'est bon, ok. Peut-être couper de partager, repartager. Je crois pas que c'est un... Ah, il y a un retard de malade. Hein. Non, là c'est bon. C'est bon? Ah non, il y a un retard. Non, il y a Un retard de genre 15 minutes. Quoi. T'as rattrapé ou pas? Non. Si là c'est bon. C'est bon? C'est bon? Il y a un retard de 3 secondes. Ok. Vas-y. Bah du coup, je vais vas-y, test, fais back. Ah oui, j'ai spoilé ta phrase. Non, c'est pas grave. Ok. C'est bon? Ok. Allez, vas-y. Bah, du coup, je reprends. Du coup, je parlais de faire des composants de manière plus adaptative. Du coup, dans l'idée, ce que j'ai fait là, j'ai créé deux cartes. Une colonne carte, c'est-à-dire qu'il y aura l'image en haut avec des éléments en bas, et une row carte où il y aura l'image en dessus et des éléments alignés de manière verticale. Comme on peut voir là, il y a un petit paramètre en plus que j'utilise, les dimensions. On va revenir après pourquoi j'utilise ça. Du coup, ce que je vais faire après, c'est créer une Pokédex card où j'utilise la Windows class, c'est-à-dire si sur Expanded, je veux afficher une row card, c'est-à-dire avec des images à plus, texte à droite. Sinon, tu vas afficher une colonne card.
Mais là, il y a Mais là, il y a un petit piège parce que du coup, j'utilise dimensions. Ça veut Ça veut dire que dans le else, même si si dans dans else c'est du compact et du medium, comme les dimensions sont différents, c'est des compact dimensions et des medium dimensions, la carte ne sera pas tout à fait pareille. C'est-à-dire qu'on aura des éléments de taille différente, soit d'image, soit d'espace entre les éléments. Et vous voyez qu'on n'a même pas besoin de coder un nouveau truc, c'est déjà pris en compte. C'est ça la puissance de faire un design system comme ça. Et ensuite, vous l'utilisez normalement comme un composant dans votre code. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Hop. Maintenant, les composants adaptatifs qui sont disponibles avec cette librairie-là. On a Navigation Suite Scaffold, List Detail Pane Scaffold et Support Pane Scaffold. On va commencer par le Navigation Suite Scaffold. Tac. Du coup, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des manières de naviguer, c'est-à-dire soit un navigation bar, soit un navigation rail, soit un mode navigation drawer, soit un permanent navigation drawer. Cette lib-là, vous allez juste utiliser le Navigation Suite Scaffold et en fonction de l'info de votre fenêtre, c'est-à-dire avec la méthode Current Window Adaptative Info, il va dessiner votre type de navigation. On n'a même plus besoin de gérer ça. Hop. Mais cette méthode-là, il y en a deux. Il y a le Navigation Suite Scaffold et il y a le Navigation Suite Scaffold Layout. Quelle est la différence entre les deux? C'est un peu visuel, on peut voir qu'il y en a un qui a beaucoup plus de paramètres que l'autre. Dans le premier, du coup, on a des items qu'on pourra définir et on va définir seulement une fois et ils vont être utilisés pour tous les types de navigation. On a le layout type, c'est-à-dire quel type de navigation on va afficher, soit navigation bar, navigation braid ou navigation drawer. Et on a les couleurs. Ensuite, nous avons le Navigation Suite Scaffold Layout. On a juste Navigation Suite avec le layout type. Ça veut dire c'est vous-même, vous devez faire la navigation. Tout ce que la première méthode faisait, vous devez le refaire sur la deuxième. Mais pourquoi? Du coup, je vais dire que je préfère la deuxième méthode. Parce que du coup, la première méthode, elle ne vous permet pas de personnaliser vos trucs. C'est-à-dire que votre navigation rail ou drawer ou bottom, vous ne pourrez pas le personnaliser. Il sera à un même endroit. Vous ne pouvez même pas changer l'endroit où il est positionné. Alors que sur le deuxième, comme vous créez de zéro, vous pouvez adapter comme vous voulez. Et c'est ça qu'on va voir. Du coup, tout d'abord, on va définir un layout type personnalisé. Du coup, comme j'ai dit, le layout type, ça permet de définir le type de navigation. Avec ça, pour définir le type de navigation, il va utiliser une méthode. C'est la méthode Calculate from Adaptative Info. Du coup, en récupérant l'adaptative info, il va permettre de dire OK, il faut que je fasse ce type de navigation-là, ce type de navigation, ce type de navigation-là. Mais en passant ce paramètre-là, c'est comme j'ai dit, on peut personnaliser nos types de navigation. Du coup, je vous montre un code et je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai fait. Tout d'abord, j'utilise la meilleure méthode, Current Window Adaptative Info. Ensuite, du coup, je récupère la Windows Size Class de mon Adaptative Info. J'ai un gros when. Ma première condition, c'est Should Only Display Navigation Bar. Pourquoi j'ai mis cette condition-là? Parce que les téléphones iOS, on peut afficher que des navigation bars à cause de vos trucs à côté. Du coup, je me suis dit, bon, pour montrer qu'on peut toujours gérer par plateforme, pour iOS, on n'a qu'une navigation bar. C'est un peu nul, mais voilà, il ne fallait pas acheter un iOS. Ensuite, on a la deuxième condition, c'est de expanded et compact. C'est-à-dire que si on a un téléphone normal et qu'on le met en landscape, la height, elle sera toujours en compact. Du coup, je ne veux pas afficher un permanent navigation drawer parce que ça va prendre beaucoup trop de place sur mon petit écran. Je veux plutôt afficher un navigation rail. C'est ça que ça sert, les deux conditions. Si la height elle n'est pas en compact, là oui j'affiche le navigation drawer. Et la toute dernière condition, du coup le else, je dis, si tu as fait ces cas-là, ensuite je ne veux plus me soucier, tu peux faire le calcul comme tu faisais avant. Vous pouvez toujours utiliser du coup la méthode Calculate from Adaptative Info. Du coup, ensuite, dans le Navigation Suite Scaffold Layout, ce que vous devez faire dans votre méthode Navigation Suite de paramètres, vous avez deux trucs. D'abord, vous pouvez définir vous-même votre Navigation Suite.
Du coup, dès que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des items. On peut voir qu'on a la fonction item. On va passer différents paramètres, c'est-à-dire qu'il y a les select, l'icône, on-click et le label. Et ensuite, il va gérer lui tout seul de passer de bons types de paramètres, enfin de bons types d'items dans votre type de navigation. C'est lui qui va gérer ça tout seul, avec cette méthode-là. Mais on peut le personnaliser. Du coup, moi, dans l'idée, j'allais juste personnaliser la navigation rate comme j'avais la condition d'avant. Et qu'est-ce que ça va donner côté code? Côté code, du coup, on va passer notre custom layout type qu'on a défini avec nos conditions. Et ensuite, dans le navigation suite, je vérifie avec un if si sur navigation rate. Si oui, je fais ma propre navigation rate, c'est-à-dire qu'il va être centré au milieu, pas tout en haut. Sinon, j'utilise le navigation suite qu'il y avait déjà et j'affiche des items comme c'est recommandé. Vous voyez que vous pouvez vraiment personnaliser avec cette méthode-là votre type de navigation. C'est pour ça que je la préfère. Yep. Du coup, maintenant, deux composants très importants, le list detail pane scaffold et le supporting pane scaffold. Du coup, ça sera deux méthodes. Et pour vous expliquer, on aura des panes dès qu'on va utiliser ces méthodes-là. C'est-à-dire que ces méthodes-là, elles vont dessiner dans votre écran avec trois panes. Un primary pane, secondary pane et tertiary pane. Je vais revenir dessus sur ça. Mais il faut savoir que dans le list detail, on aura le pane avec la liste et le pane avec la page de détail. Et pour le supporting, on aura le main pane qui sera pas affiché et on aura le supporting pane avec la liste en petit. On a deux arguments dans ces deux méthodes-là qui sont très importants. C'est le directive, le pane scaffold directive. Lui, il va permettre du coup de calculer la taille de votre pane, du coup de modifier ça. Et le value trace pane scaffold value, lui, ce qu'il va permettre, il va permettre de dire, ok, mon premier pane, le pane principal, je veux qu'il soit en expanded ou je veux qu'il soit en hidden. C'est lui qui va permettre de dire tout ça. Et pour récupérer du coup ces deux panes-là, on a deux méthodes. Remember list detail pane scaffold navigator et remember supporting pane scaffold navigator. C'est ce qui va nous permettre de naviguer entre les panes. Du coup, ces deux méthodes-là, elles auront un pane scaffold directive qui va être calculé automatiquement. Un adapt stratégie, c'est-à-dire est-ce que le premier écran est hidden ou est-ce que le deuxième écran est expanded et pas hidden, grosso modo. Il y a un historique aussi. Et la même chose pour le Remember Supporting pane scaffold navigator. Du coup, il faut savoir que ces deux méthodes-là, elles font à peu près la même chose. Littéralement, si vous regardez dans le code source, ça renvoie vers la même méthode. Et comme elles ont les mêmes arguments, elles font vraiment la même chose. Mais c'est juste, on les sépare du coup avec le list detail pane et le supporting pane. Hop. Du coup, avant de vous montrer un peu plus dans le code qu'est-ce que ça va donner, je vais parler du primary pane, du secondary pane et du tertiary pane. Maintenant, on va regarder le layout inspector. Qu'est-ce que ça donne, ça? Du coup, on a un petit GIF. Regardez pas trop la qualité, c'est pour expliquer. On va dire que là, j'ai utilisé un list detail pane scaffold. Du coup, je suis dans mon primary pane, du coup. Et on peut voir qu'il n'y a que lui qui se recompose. Pour l'instant, dès que je suis comme ça, ensuite, dès que je clique, je suis dans mon detail pane. Du coup, il n'y a que lui qui se recompose. Le primary pane, il a disparu dans la recomposition. Et dès que je vais mettre en mode landscape, du coup, on aura les deux panes qui vont s'afficher. Mais dans la recomposition, comment ça va se marcher? Les deux, ils seront individuels. C'est-à-dire que tous les changements qu'il y a dans le detail pane, ils ne vont pas être affectés pour tout l'écran. Ils vont être juste affectés pour lui. Et lorsque je vais scroller sur mon list detail, là, on peut voir qu'on a des changements juste sur le premier. C'est comme ça que ça va marcher. C'est assez pratique et c'est pour ça que je vous dis, c'est mieux d'utiliser ces composants-là parce qu'ils ont déjà bien géré aussi. Du coup, maintenant, comment on va naviguer entre les panes? C'est ça qui est le plus important. Et du coup, c'est là qu'on va utiliser les Remember Navigator. Du coup, pour naviguer entre les panes, on peut passer de la donnée, c'est-à-dire qu'on aura la liste, mais ensuite on peut définir le type de données qu'on veut afficher dans le détail, vraiment la classe. On peut personnaliser la back navigation. Là, si on compose multiplateforme, du coup, je ne le fais que pour Android.
Je ne l'ai pas fait pour iOS ni desktop, j'avoue. Et on peut animer la transaction entre les panes. Du coup, qu'est-ce que ça va donner comme code? On aura d'abord le premier truc. Dès que vous avez déclaré votre remember, vous pouvez utiliser la méthode navigateTo où vous donnez le content. Il faut juste préciser le type de la classe dans le remember. Et vous dites dans quel pane il doit y aller. Là, comme j'utilise list detail pane, je dis va dans la page détail. Et ensuite, dans le Scaffold Navigator, vous avez la current destination et vous avez le content qui est nullable ou pas. C'est comme ça que vous pouvez l'afficher si vous voulez ou pas dans votre detail. Pour la back navigation, j'ai un nouveau délai. Ah, ça ne s'affiche pas. Ouais, j'ai perdu le réseau, je crois. Si tu vas sur Google, Ouais, attends, je vais aller sur Google. J'ai du réseau sur Google, pourquoi? Techniquement, c'est du réseau. Ah, ok. Ok, c'est revenu. Du coup, la back navigation, ce qu'on va faire, on va définir un back navigation behavior. Comme c'est des panes, il faut que vous pouvez définir si vous voulez pop. On va dire en grosso modo, si vous avez votre page de détail et votre page de liste et votre page de détail, c'est comment que vous voulez naviguer en arrière. Est-ce qu'on navigue en arrière sur tous les éléments qu'on a cliqués, ou est-ce qu'on ne navigue pas en arrière dès qu'on a les deux qui s'affichent, et seulement dès qu'il y a un qui s'affiche, c'est là qu'on navigue en arrière. Vous pouvez définir ça avec le back navigation behavior. Et moi, ce que j'ai fait, c'est juste dit, si la liste est expanded et que le détail aussi il s'affiche, du coup, je pop-up sur tous les éléments que j'ai cliqués. Sinon, je pop-up directement sur la page de liste. Je pop pas. Bref, je crois que vous avez compris. On ne revient pas en arrière sur un des éléments. Et on finit par, du coup, animer la transaction entre les panes. Du coup, entre chaque pane, vous avez la méthode animatePane que vous pouvez mettre. Mais du coup, cette méthode-là aussi permet du coup de définir des transactions personnalisées entre vos panes, si vous voulez. Si vous voulez faire un truc qui tourne parce que voilà quoi, vous pouvez vous amuser à faire ça. Maintenant, les tests. J'avoue que ce n'est pas le truc que j'aime le plus, mais il faut en faire. Et j'avoue que ça me faisait peur, mais finalement, non, c'était assez simple. Parce que c'est vraiment tester votre composant. Et ce que vous allez faire dans le test, c'est seulement dire, si j'ai cliqué sur la page de détail, comme j'ai utilisé du coup le current destination content, et j'affiche seulement le contenu si j'ai cliqué dessus, bah, je peux juste utiliser le asset exist. Et c'est fini. Mon test, il reste pareil. Et maintenant, du coup, la petite démo de l'application. Je ne disais pas le design, s'il vous plaît. Ouais. Du coup, on va commencer par iOS. Du coup, on peut voir qu'on a le petit Pokémon list ici. Je peux cliquer sur la page de détail. On peut voir le truc en détail. Et maintenant, si je change l'orientation, on a la page de liste ici qu'on peut voir et ça change là. On a aussi la localisation. Du coup, lui, ça va être le support pane scaffold. On peut voir ici, oui, c'est très moche, mais voilà. C'était juste pour voir. Et si je retourne ici, du coup, parce que dans nos sports, c'est lui le main, le côté gauche, c'est lui qui va être affiché. Et du coup, voilà pour iOS d'abord. Maintenant, on va montrer pour Android. Alors, on peut commencer par le desktop. Comme vous pouvez voir là, on a le desktop qui est bien en largeur.
Hop, je crois que j'ai perdu Internet, du coup on va pas voir la page de détail. Mais sinon, si je fais ça... Ok, non, j'ai tout perdu. Ah oui. C'était quoi ça? C'était le message d'erreur en mode... Ah, il n'y a pas de connexion. Bonne gestion d'erreur. Ouais, mais du coup, on peut pas voir le... Ah si, attends. Est-ce qu'il lui s'affiche? Redémarrer l'appli. Ouais, je peux redémarrer l'appli. Ah, j'ai fait un loading différent pour les Compact Medium Expanded. Voilà, vous pouvez voir ça. Ok, il veut pas... Ah, peut-être si je redémarre l'appli en soi. Hop, du coup ça... Lui... Il va falloir tout recompiler. Normalement c'est assez rapide, c'est rapide. mais... Non, je crois que j'ai perdu la cour. Ok, bah du coup j'ai fait des vidéos, au cas où. Hop, du coup desktop, c'est pas très ouf de ne pas le voir en direct, mais c'est à ça que ça ressemble. Hop, du coup si on clique sur la page de détail, on peut voir le truc en grand, le Samaran, bref on a le Pokémon quoi. Et aussi du coup si je redimensionne la page, on peut voir que le navigation il va changer. Je crois pas que je l'avais fait. Pourquoi je ne l'avais pas fait? Ah si, voilà. Vous pouvez voir le navigation rail, puis le navigation bar. Et dès que c'était en grand, on avait le navigation drawer. L'image elle était immense, mais voilà quoi. Et maintenant pour le deuxième vidéo, le resizable. Du coup, lui c'est un appareil pliable que vous avez dans votre émulateur. Et je voulais montrer à quoi ça va ressembler sur les téléphones pliables aussi. Du coup là, il est normal, il n'y a rien qui change. Là on a... Ok, j'ai mis en landscape, mais c'est bizarre comme il s'affiche, j'ai pas fait gaffe. Et dès que je vais le déplier, il va afficher les deux directement. Ah non, je ne voulais pas montrer, ok. Et du coup, on a aussi le côté WASM qu'on peut faire. Juste, j'avais pas fait trop grave parce que j'avais mis la librairie de navigation mais qui marche pas très bien avec WASM. Non, je voulais juste montrer la vidéo. Et du coup, j'ai créé un autre projet qui est très mince mais qui montre à peu près qu'on peut faire ça en web aussi. Ah non, j'ai pas lancé la vidéo, ok. Et voilà, il y a le navigation bar qui change avec la taille des éléments. Voilà. Hop, du coup, je reviens sur des slides que j'en ai mis où? Ah. Hop. Du coup, le bilan, c'est quoi? On a un marché qui monte, un travail qui devient plus simplifié qu'on le pense, parce que si vous adoptez un bon design system et vous séparez bien votre code, on peut voir que ça peut devenir très simple, même si ça paraît compliqué. Et on peut target plusieurs plateformes, parce que là j'ai target Android, iOS, desktop et web. Côté négatif, c'est migrer dans des projets existants, c'est-à-dire s'il y a déjà une assez grande base de code, mettre ces librairies là, ça va être assez compliqué. L'architecture et le manque d'exemples, ça c'est un truc que du coup j'ai ressenti personnellement, c'est que comme maintenant on a techniquement deux écrans en un, est-ce qu'il faut créer deux vues modèles ou un vue modèle qui va tout gérer? Ça c'est une bonne question. Mais aussi il n'y a pas assez d'exemples sur la page Android avec des tests ou quoi que ce soit d'autre. Et finalement, c'est le côté négatif de Compose multiplateforme, il faut le dire. iOS est toujours en bêta et WASM est toujours en alpha. Du coup, ce n'est pas encore stable pour ces raisons-là. Des sources aussi que du coup j'ai utilisées, du coup toutes les pages avec les pages Material Tree aussi, avec mon lien de projet si vous voulez, et aussi le talk du coup de Gérard Parligo et David Da, que je trouve qu'il est très bien et qui rentre plus en détail de
Materaltree, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au layout. Moi, c'était vraiment la base de code, mais eux, ils expliquent plus les problèmes. Et du coup, merci de m'avoir écouté. Il y a le petit QR code, et si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Désolé pour la démo ratée, mais ça fait pas mal.